Moi, mon constat, c'est que c'est parce qu'à la base, parce que j'assume qu'elle n'est pas riche, c'est parce qu'à la base, c'est une communauté essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement constituée de salariés. Aujourd'hui, avec ce qu'on voit, si ce n'est les Western Union et les MoneyGram qui s'envoient, ça se chiffre à des milliards qui dépassent même le budget de certains gros pays africains. Bah, avec ça, on ne peut pas dire que la diaspora africaine est riche. Ça, ce n'est pas de la richesse. Cet argent réuni dans une bannière de fonds d'investissement, ça va servir à lever des mastodontes, ça va servir à créer des choses super intéressantes qui vont pouvoir permettre le développement de certains pays, voire du continent dans son entièreté. Les Noirs sont de passage dans le 18e. C'est-à-dire que tous les immeubles qu'il y a tout autour, les Noirs n'habitent pas dedans. Quand le soir arrive, le quartier se vide. Les vrais habitants du quartier sortent. Et là, le quartier devient blanc. On trouvera toujours des Africains de la diaspora qui font de bonnes choses, mais combien sont-ils? Alors que sous la coupole, sous la bannière d'un fonds d'investissement, tout le monde y participe. En fait, tout le monde y participe. Et là, on ne dirait pas que c'est telle personne qui a fait ceci, mais c'est la diaspora africaine qui a fait ceci et ça a plus de poids. Tu n'es pas obligé, en effet, de faire 15 km pour aller dans une boutique africaine, mais si tu t'organises bien, bah, tu as tout chez toi. Il faut qu'on se questionne quand même parce que l'inverse n'est même pas envisageable. C'est vrai. Il n'y a aucun Africain qui a un commerce où ils vendent de la bouffe chinoise à Paris. Ça n'existe nulle part. Quand tu vas dans le 13e, excuse-moi, mais tu n'as même pas un blanc qui vend de la bouffe chinoise. Ouais. Il n'y a que des Chinois qui vendent de la bouffe chinoise. On est d'accord. C'est dans ce sens que je dis que nous sommes faibles. Parce que même s'il y a commencé à y avoir un réveil, comme tu dis, des tantines à gauche à droite qui lancent quelques commerces, on est quand même ultra majoritaire encore dans ce game, qui est le game de notre alimentation. Et ça, pour moi, ça traduit des faiblesses profondes de notre communauté. Bah, arriver en France ou quitter son pays d'origine pour arriver en Occident, c'est déjà une réussite. C'est déjà une réussite, la personne peut se satisfaire de ça. Et c'est des personnes qui, en général, en fait, sont parties partent de très bas. De très bas qui ont, à un moment de leur vie, peiné, galéré à se nourrir, à se loger, à se vêtir. Partout là où on va dans le monde, les Noirs sont généralement parmi les moins bien classés financièrement. Il faut d'abord faire ce constat et essayer de comprendre pourquoi. Le racisme économique existe. C'est-à-dire, voilà, non seulement tu es noir, mais en plus de ça, tu es pauvre, bah, allez, dégage, tu vois. Économiquement, faibles, les Africains ne pèsent pas dans le game, tout simplement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais encore commenter une autre vidéo de Philippe Chimo d'Investir au pays, cette fois sur un autre sujet. Alors, c'est sur le débat qu'il a fait avec ses invités sur la question de savoir est-ce que les Africains de la diaspora sont riches. On est parti sans plus tarder, c'est parti. Bon, mais la première question, on va tout de suite aller dans le but du sujet. Pourquoi les Noirs de France sont-ils pauvres? Monsieur Tanguy. Quand tu dis pourquoi les Noirs sont-ils pauvres, moi je pose la question, sont-ils vraiment pauvres? C'est la question. C'est ça la question qu'il faut poser. Parce que je mentirais si je disais qu'elle était prospère. C'est-à-dire au niveau de la communauté, je pense qu'on est quoi, 6, 7 millions, entre 3 et 7 millions, je connais pas le chiffre exact. Et que les 3 millions sont prospères, non. Mais est-ce que les 3 millions de Maghrébins sont prospères? Est-ce que les 3 millions est-ce que les millions de Chinois sont prospères? Est-ce que leurs pays eux-mêmes sont prospères? Non. Tu vois? On n'est pas différent des autres. C'est ça surtout que je veux dire. Moi, ma position. Il y a des riches chez nous, il y a des pauvres chez nous, il y a beaucoup d'argent chez nous aussi, et ça on en reparlera par la suite, mais la question c'est où va cet argent? Quelle est notre éducation financière? Ça, je pense que tu en parles beaucoup. Est-ce qu'on est bien éduqué pour emmener l'argent là où il faut qu'il aille? Ça, c'est un autre sujet. Et est-ce que nous, notre sujet aussi, est-ce qu'on leur donne envie de dépenser leur argent chez nous? Ça aussi, c'est un sujet. Voilà, moi, tous les points que je voulais aborder, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Alors, sans même aller loin, bah, ce qu'il dit, c'est vrai. Hein. Ce qu'il dit, c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu prends toutes les communautés, et peu importe l'époque, il y a une distinction qui se fait forcément entre les gens qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi. Ceux qui n'ont pas réussi sont majoritaires dans toutes les communautés. Et oui, dans toutes les communautés, pour dire que ce n'est pas que les Africains, ce n'est pas que les Africains de la diaspora, ce n'est pas que la communauté noire en France, aux États-Unis, en Occident. C'est pas que la communauté, mais pour lui, en fait, il est en train d'esquiver un peu le truc parce que le sujet a fait polémique.
Philippe l'a dit dans un podcast qu'il a fait comment il s'appelle, Tabouret et Kaï, dans le podcast dans lequel il a dit que, en tout cas lui, par rapport à son expérience, parce qu'ils commercialisent des maisons en Côte d'Ivoire, en fait, la majorité des personnes qui achètent, ce sont les locaux, pas les Africains de la diaspora, pas la communauté noire. Et donc il a dit que oui, les Africains de la diaspora sont pauvres. Et ça a choqué, ça fait beaucoup de bruit sur la toile. Donc c'est pour ça que j'ai remarqué que depuis, il enchaîne pas mal de vidéos là-dessus. Mais ce que Tanguy est en train de dire, c'est que oui, la communauté noire est pauvre de façon générale, mais il n'empêche que toutes les autres communautés chinoises, arabes, françaises dans d'autres pays demeurent aussi pauvres en fait. Mais il y a une particularité par rapport aux Noirs. Il y a une particularité par rapport aux Noirs dans le sens où, peu importe où tu sois, peu importe qui tu es, peu importe où tu sois, en fait, ta peau noire, bon, là, on va faire ma peau, oui, ta peau noire te rapporte forcément à la pauvreté. Parce que c'est tellement devenu le principe, c'est tellement généralisé que les Africains sont pauvres, pays pauvres, c'est toujours eux auprès de qu'on vient en aide et tout ça, que peu importe où tu iras, peu importe ton statut social, tu seras toujours ramené à ce préjugé-là, à ce principe-là qui a été établi non seulement par l'histoire, au travers de l'esclavage, la colonisation, mais encore aujourd'hui avec les relations nord-sud qui est marquée par une domination du nord, donc dans des relations commerciales inégalitaires. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il y a une particularité, en fait. On préjuge facilement les Noirs, on assimile facilement les Noirs à la pauvreté, la communauté noire à la pauvreté, que la communauté chinoise ou indienne à la pauvreté. Là-bas, en fait, les gens ont tendance à plus aller dans le cas par cas pour essayer de déceler, pour essayer de dire que telle personne est riche ou pas, alors que quand c'est les Noirs, en fait, on ne se pose pas forcément de questions, si tu veux. On a beaucoup de choses à se dire, Tanguy. Mégane, pourquoi les Noirs de France sont pauvres? Ou alors, comme Tanguy, tu penses que... Oui, je pense que les Noirs de la diaspora sont pauvres. Et qui dit pas d'argent, dit on n'a pas de puissance. Et nous savons tous que l'argent, ça apporte un certain pouvoir. Et lorsque j'ai vu un peu la thématique de l'émission d'aujourd'hui, je me suis dit, oula, dans quoi vous voulez m'embarquer? J'ai envoyé le lien de la vidéo que tu as fait à des proches et la thématique. Ils m'ont dit qu'il faut pas du tout y aller. Les gens ne sont pas prêts à entendre ce genre de discours. Et je me suis dit, c'est la raison pour laquelle je dois être là. Et si on doit attendre que les gens soient prêts pour attendre ce type de discours, on va jamais avancer. Et voilà. Alors la première chose, Tanguy, peut-être qu'il faudrait qu'on en profondeur, c'est qu'on a la richesse. Quand on dit que la communauté africaine n'est pas riche, moi, mon constat, c'est que c'est parce qu'à la base, parce que j'assume qu'elle n'est pas riche, c'est parce qu'à la base, c'est une communauté essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement constituée de salariés. Est-ce que je peux même rebondir pour poser aussi une autre question? Tout à l'heure, Tanguy, tu as dit... oui, mais dans toutes les communautés, il y a des pauvres. Est-ce que toutes les personnes de la diaspora chinoise sont riches? Est-ce que toutes les personnes de la diaspora indienne sont riches? Donc ça veut dire que, déjà, on va dire que la majorité, les Chinois, ils vont travailler ensemble pour s'aider. Ça veut dire que aujourd'hui, ici, ils ont des boutiques, ils ont quand même des quartiers à eux-mêmes. Et j'aimerais juste te poser une question. Ça veut dire que nous, on doit se comparer aux plus médiocres. Ça veut dire que si les autres sont médiocres, on doit se dire non, nous, dans la communauté africaine, on doit rester médiocre au lieu de se dire non, on peut exceller partout. Pourquoi nous, dans la communauté, on n'excellerait pas? Donc, j'aimerais, en fait, que tu creuses aussi dessus. Je veux renchérir pour que tu puisses répondre. C'est un faux argument, monsieur Tanguy. C'est de la duperie intellectuelle. Tu viens s'y investir au pays et tu veux tromper le peuple. Parce que quand tu dis, ouais, c'est vrai, c'est passé comme une lettre à la poste. Heureusement qu'il y a de la vigilance sur ce plateau. Tu dis, oui, la communauté chinoise n'a pas que des riches, la communauté, okay, à ce moment-là, oui. Je vais te prendre un cas de figure différent. La Centrafrique n'a pas que des riches et n'a pas que des pauvres. Les États-Unis n'ont pas que des riches, n'ont pas que des pauvres. Peut-on comparer les États-Unis et la Centrafrique sur le plan de la possibilité financière? Non. Donc, le fait qu'il y ait des riches et des pauvres dans toutes les communautés ne veut absolument pas dire qu'elles sont au même pied
quand il s'agit de parler de richesse. Et encore, la pauvreté dans la communauté chinoise, est-ce la même pauvreté que dans la communauté africaine? Parce qu'il y a pauvres et pauvres. On sait qu'un pauvre en France, Mhm. il y a beaucoup de gens qui préfèrent être pauvres en France que pauvres au Congo. Ce que je comprends. Voilà. Donc, quand on dit même pauvre là, c'est qui le pauvre en France? Non, c'est vrai. Et c'est qui le pauvre au Togo, au Bénin ou au Mali? Bah, c'est exactement ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, il y a une certaine facilité à assimiler les Noirs, les pauvres noirs, à la pauvreté. Lorsqu'on fait une comparaison entre la communauté noire pauvre et la communauté américaine ou chinoise pauvre, ce n'est pas le même degré, si tu veux. C'est pas le même degré. T'es d'accord ou En pas? théorie, C'est en même théorie. Non, mais C'est là, même moins parce que 2700 euros, on considère déjà que tu es en train de te rapprocher de la classe oui, moyenne. 3800. En fait, tu es dans la classe moyenne, tu es en train de sortir de la C'est classe ça. moyenne. Avec Upper class, 3800 tu- euros en France, officiellement, t'es riche. 3800 euros net Ouais, de revenus de salaire. De revenus, voilà. C'était bien de préciser ça. Et 3800 euros, en réalité, c'est vrai que t'es bien dans certains coins. En Ile-de-France, non. Mais tu vas à Saint-Etienne avec 3800 euros. T'es le pape. T'es le pape. Parce que là-bas, tu peux vivre avec le SMIC ou tu peux vivre même avec le RSA. C'est la seule ville en France où tu peux vivre normalement avec le RSA. Et il faut savoir que la France, c'est pas Paris. Il y a 60 millions d'habitants. À Paris, je sais pas combien on est. Mais dans le reste de la France, si tu as 3800 euros, t'es bien. Tu peux nourrir tes enfants, les envoyer à l'école, avoir de l'épargne. Et ça, là, des gens de la communauté qui font ça, je suis désolé, il y en a beaucoup. C'est pas des exceptions. Donc, on peut pas dire qu'on est pauvre. Il faut modérer le propos. Mais est-ce Bah, dans ce cas, ça veut dire que enfin, je sais pas comment il le sait déjà, parce que il faudrait avoir un chiffre pléthorique, ou en tout cas des chiffres pléthoriques avant d'en arriver à cette conclusion, de savoir que il y a plusieurs personnes, ou en tout cas des milliers, voire des millions de personnes qui gagnent au moins 3800 euros. Maintenant, qu'est-ce que la diaspora en fait? Supposons, oui, prenons un exemple que voilà, 10 millions de diasporiens en France gagneraient grâce à leur travail salarial, voilà, on va dire un revenu de 3800 euros. Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'on en fait puisque je fais partie de la diaspora? Qu'est-ce qu'on en fait de cet argent? C'est là la question. En fait, c'est ce qu'on en fait. Si ça ne sert à rien de brasser ou en tout cas de générer autant d'argent et de le garder en compte en banque, on est en train de perdre de l'argent comme ça parce que derrière, il y a l'inflation. Il y a l'inflation qui passe et l'argent n'a plus la même valeur avant, pendant et après une inflation. Donc ça veut dire qu'on est en train de gâcher de l'argent, mais qu'est-ce qu'on en fait réellement? C'est parce qu'on n'en fait pas usage qu'on se rend compte que, bah, en fait, les gens ont de l'argent qu'ils n'utilisent pas, qu'ils mettent dans leur compte en banque, qu'ils ne font rien avec, je ne sais pas pourquoi ils font autant d'économies. Et bah, comme ce n'est pas utilisé euh, j'ai envie de dire, à des fins importantes, c'est-à-dire qu'on ne remarque pas forcément euh, que la diaspora africaine investit, en tout cas aurait créé un fonds d'investissement, c'est-à-dire voilà, quelque chose qui irait même au-delà, qui ne serait pas au contrôle, des chefs d'État africains. Donc un fonds d'investissement de la diaspora africaine dans le monde entier, ou en tout cas ça peut être sectorisé en fonction des pays, donc ce fonds d'investissement-là qui interviendrait pour investir dans des secteurs en particulier en Afrique dans les télécommunications, dans la cybercriminalité, dans l'alimentation, dans l'agriculture, dans la santé. Ça n'existe pas, tout simplement. Je pense que c'est au travers d'actions concrètes comme ça, d'actions imposantes, concrètes et palpables comme ça, qu'on pourra dire un jour que oui, la diaspora africaine est riche. Je pense que c'est au travers de ces concrétisations-là qu'on peut arriver à cette conclusion-là. Parce que, par contre, aujourd'hui, avec ce qu'on voit, si ce n'est les Western Union et les MoneyGram qui s'envoient, ça se chiffre à des milliards qui dépassent même le budget de certains gros pays africains. Bah, avec ça, on ne peut pas dire que la diaspora africaine est riche. Ça, ce n'est pas de la richesse. Parce que cet argent-là, quand il va au pays, quand on envoie au pays, ça ne sert pas à développer le pays. Alors que cet argent réuni dans une bannière de fonds d'investissement, ça va servir à lever des mastodontes, ça va servir à créer des choses super intéressantes qui vont pouvoir permettre le développement
de certains pays, voire du continent dans son entièreté. C'est ce que moi je pense. Hein. Il faudrait vraiment créer un fonds d'investissement de la diaspora. Voilà. Est-ce qu'une communauté, d'après toi justement, parce que quand Tanguy nous ramène la richesse au fait d'envoyer ses enfants à l'école de la République qui est gratuite, à quel moment c'est pas dit parce qu'ils vont à l'école. Non, c'est pas dit parce qu'ils vont à l'école. Mais il y avait ça comme argument, ça a été absolument planté. pas, Parce que absolument pourquoi pas. l'exemple a été donné? Non, j'ai dit tu vas envoyer tes enfants à l'école. Si c'est envoyer tes enfants à l'école, tu les envoies. Si tu les Quand envoies je dis ça, c'est que tu les vois dans des bonnes écoles, on est d'accord. Ici, quand on veut, là, si tu veux emmener tes enfants dans l'école de la réussite véritable, est-ce que tu vas les envoyer en Z, en ZUP, ou je sais pas comment on dit maintenant? Mais on constate quand même qu'il y a beaucoup de noirs dans ces zones-là. Ça existe aussi. Je dis pas que ça existe pas. Moi, tout ce que je fais, je modère le propos. Pour dire que moi, je marche avec des noirs tous les jours, qui sont pas que d'élite. Et franchement, ils ont pas à se plaindre. Je vais même supplanter la question. Je vais surenchérir dessus en disant, quand par exemple Tanguy, tu as donné l'exemple du fait que oui, il y a des noirs qui ne sont pas forcément tous pauvres et que dans la communauté chinoise, il y a une partie de cette communauté-là qui finalement est riche. J'ai aussi une précision à dire. Si vous avez de l'argent et que vous ne le montrez pas, si vous avez une réussite que vous ne montrez pas, malheureusement, on peut pas dire en fait que vous êtes représentatif. Aujourd'hui, malheureusement, les Chinois, dans leur économie, ils ont réussi à faire ce qu'on appelle hard power. Ça veut dire la capacité d'influencer en fait avec de l'économie. Et malheureusement, les Africains, ils peinent à le faire. Et donc ça, c'est une réalité en fait. Oui, tu peux avoir de l'argent, mais aujourd'hui, quand on va regarder le nombre de personnes de la diaspora ou même parmi les conférences, les différentes conférences qu'il y a, c'est toujours les mêmes personnes qui vont revenir parfois. Et ça, c'est une réalité aussi qu'il faut dire. C'est juste sur ça. Vas-y, Miguel. Moi, j'ai C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, mais moi, je suis encore allé plus loin. C'est vrai que individuellement, c'est compliqué. On trouvera toujours des Africains de la diaspora qui font de bonnes choses, mais combien sont-ils? Alors que sous la coupole, sous la bannière d'un fonds d'investissement, tout le monde y participe. En fait, tout le monde y participe. Et là, on ne dirait pas que c'est telle personne qui a fait ceci, mais c'est la diaspora africaine qui a fait ceci et ça a plus de poids, quoi. Donc voilà. appris quand même que quand on veut définir la richesse d'une communauté, on définit la richesse d'une communauté par ce qu'elle possède et ce qu'elle contrôle. Parce que tu peux ne pas posséder des choses, mais les contrôler. Et en termes de possession, par exemple, quand on prenait le cas des Chinois, que tu as cité tout à l'heure, ces Chinois-là possèdent dans beaucoup de pays dans le monde des quartiers qu'on appelle des Chinatown. Ils sont arrivés dans ces quartiers par des logiques que tu as définies tout à l'heure, des logiques communautaires. Un arrive, après un autre arrive, ainsi de suite. Ils ont acheté. En RDC, ils sont très présents, hein, surtout dans les terres à l'est. Dans tous les pays. Hein. Partout. Partout. Il y a plus. Et en l'an 2000, il y avait maintenant les Chinatown, il y en a partout. Même en Afrique, ils sont arrivés. Et ils ont cette logique-là. Quand ils arrivent quelque part, le premier achète, ensuite le deuxième vient, il achète. Ils achètent. Moi, j'aime bien prendre le cas entre deux quartiers à Paris. Le 13e arrondissement, là où on a les Chinois, et Barbès, Château-Rouge, l'axe là où il y a les Noirs. Quand tu es à Château-Rouge, tu as beaucoup de Noirs. Quand tu es dans le 13e, dans cette zone-là, tu as beaucoup d'Asiatiques. Mais la vérité, c'est que les Asiatiques possèdent le 13e. Les Noirs sont de passage dans le 18e. C'est-à-dire que tous les immeubles qu'il y a tout autour, les Noirs n'habitent pas dedans. Quand le soir arrive, le quartier se vide. Les vrais habitants du quartier sortent. Et là, le quartier devient blanc. À quel moment on peut donc penser que notre communauté a de la richesse si c'est une communauté qui ne possède rien? Toi qui parlais tout à l'heure de la circulation de l'argent dans la communauté. Quand on est dans le 13e, tu as dit tout à l'heure que c'était des Chinois de Guangzhou. Mais attention, le 13e, en réalité, c'est une communauté asiatique. Parce que quand tu regardes de près, il y a des Vietnamiens, il y a des Thaïlandais, il n'y a pas que des Chinois. Il n'y a pas que des Chinois. Ils sont majoritaires. Voilà. Ils sont majoritaires. Mais il y a bien des restaurants. Et ce qu'ils sont parvenus à faire, c'est quoi? C'est qu'ils ont créé une économie circulaire. Parce qu'il y a une forte communauté asiatique qui vient à un endroit. Il y a donc un marché. Et donc, de fait, il y a des épiceries chinoises, il y a des restaurants chinois, il y a des coiffeurs chinois, même l'église est chinoise. On va y venir. Même l'église est chinoise. On va venir. Même l'église est chinoise dans le 13e, parce qu'ils sont parvenus à créer une communauté. Ce qui n'existe pas du côté des Africains. Tout à l'heure, la dame, elle a donné un exemple frappant. Toi qui es dans le doing business, soutenons-nous. On a un gros problème. C'est que. Trouve-toi encore aujourd'hui. Mais si. Mais oui. Nous sommes extrêmement faibles. Les Africains sont d'une faiblesse pathétique. Comment expliquer qu'en 2024, quand tu as envie de manger
du mafé, tu vas acheter ça Mhm. dans une épicerie au coin de ta rue qui est tenue par un gars qui ne sait même pas ce que c'est que le mafé. Moi, je suis désolé. En 2024, Bah, non. Enfin, moi, je n'ai jamais. Après, ça dépend. Hein, c'est une question de choix aussi, je pense. Moi, quand j'ai envie d'acheter des produits africains, je vais dans des boutiques tenues par des Africains. Je vais dans des boutiques tenues par des Africains. Je sais qu'il existe des Asiatiques ou des Afghans, ou en tout cas voilà, des Asiatiques de façon générale, qui tiennent des boutiques exotiques dans lesquelles tu retrouves des produits africains, qui viennent de pays africains en particulier. Moi, j'ai déjà retrouvé du gari, non pas du gari, de l'arachide grillé en bouteille, en plastique, dans un magasin asiatique, dans une petite boutique asiatique. Mais je n'étais pas allé justement dans le but d'acheter un produit togolais ou un produit africain de façon générale. Mais moi, et tout le monde le sait, tout mon entourage le sait, voilà, moi, dans la ville où j'habite, il y a quelques points repères où on sait que voilà, quand tu as besoin de telles choses, bah, tu vas dans le magasin, c'est tenu, c'est géré par des Africains. Très clairement. Après, voilà, Philippe il dit ça, je pense que c'est une question de choix aussi, hein. C'est une question de choix. Si tu choisis d'aller tout le temps dans des boutiques tenues par des Asiatiques, bah, tu ne remarqueras jamais, ou en tout cas tu ne seras jamais au courant qu'il y a des Africains qui tiennent également des boutiques dans lesquelles ils vendent des produits africains. ça là, c'est un choix. Non, je suis pas Je suis d'accord. désolé, laisse-moi Non. terminer. Exactement, c'est ce que je disais. C'est une question de choix. Laisse-moi terminer. Mégane, pardonne-moi. Mais quand je t'ai écouté, moi, c'est mes oreilles, elles ont brûlé. Pourquoi? Aujourd'hui, en 2024, avec tous les canaux d'information qui existent, et le travail que nous, Black Network, on a fait, mais qu'on n'est pas seul, nous, depuis 2011, on sait qu'on fait le travail, tu vois, avec cet adage qui dit le soutien passe par la caisse. Tout à fait. Et pourquoi? Parce que on veut soutenir avec d'autres le support au Black Business. Ce qui nous a permis aujourd'hui de référencer un peu qui fait quoi à Paris. Bao, les marchés du soleil. Que Tout tu à n'as pas fait. encore reçu ici, mais que tu devrais C'est vrai, recevoir, c'est vrai, c'est tu vrai. vois. Vous êtes invité. Vous êtes Ah. invité. Non, tu vois, eux, ils ont une chaîne C'est vrai. de... Mais j'ai appris qu'ils ont fermé des boutiques. Hein. Non, c'est le centre commercial qui a fermé. La boutique n'a Enfin, pas des fermé. boutiques, non, les centres commerciaux, ils ont fermé. Oui, mais c'est le centre commercial Pourquoi qui a fermé. C'est pas parce qu'ils n'arrivaient pas à vendre, c'est parce que le centre commercial était pas Ah, assez complètement bien. fermé. Avant Ok, tout, il a ok, fermé, ok, tu ok, vois. je crois que c'était, ok. Non, non, eux, ils sont encore là. Ils sont à Saint-Denis, ils sont à Cergy, ils en ont ouvert un dans les Yvelines, et là, ils sont en train de se déployer. À Là où côté c'est des un centre H-Market. commercial, c'est une grande, enfin, on l'appelle ça Non, comment? C'est une grande chaîne Pas de commerciaux, mais... Supérette. C'est super. Ah, tu vois, tu connais pas. Le Je vrai connais. problème, c'est ça. Tu connais? Oui, je connais. Ah, Bah où c'est, voilà, c'est une Fallait épicerie citer. africaine, enfin même pas Et que, surtout- afro, car parce qu'ils font tout, ils font de... Afro, boucherie, il y a tout Ouais. dedans. Et c'est surtout à des standards internationaux. Oui. C'est ça le truc. Parce que leur frustration, c'est quand ils sont arrivés, ils ont vu que quand vous allez justement à Château Rouge, tout était serré, les cartons par terre, tu sais pas quel est le poids des choses. Et elle a dit non, moi je veux, elle sortait une grande école avec son frère, moi je veux mettre des bons standards dans notre consommation. Il a dit C'est bien, c'est- Oui, des grandes écoles. C'est bien, c'est bien la... Ça, c'est quelque chose de très intéressant qu'il a relevé. C'est vrai que quand tu vas dans nos boutiques africaines en France, c'est souvent ça. Moi, j'ai toutes les boutiques dans lesquelles je vais pour acheter mes produits togolais, africains de façon générale. C'est pas comme quand tu vas chez Carrefour, chez Auchan, où tout est bien aligné, tout est bien pricé, il y a les prix surtout, voilà. C'est pas exactement ça. Et puis, parfois, c'est un peu insalubre, c'est exigu. Voilà, je pense que sur ce point-là, il faudrait en effet faire un effort. Et voilà, donc là, il parle d'une enseigne qui s'appelle Bao, qui en fait revoit les standards à la hausse par rapport à cette situation. Donc ça, c'est déjà bien. Mais il faudrait que ce soit généralisé. Il faudrait que toutes les enseignes qui distribuent des produits alimentaires africains fassent l'effort en fait de mettre un peu d'ordre, d'apporter un peu de clarté dans tout cela. Il y a pas de souci. On ferme l'instant pub. Maintenant. La question, la question c'est, on est d'accord, 4-5 centres Bao en Ile-de-France, C'est pas les largement insuffisant. Non, c'est pas les seuls. Je t'ai dit, moi, si tu veux, je continue. Non, non, on peut y aller. Ce que je veux Ok. juste te dire, c'est, moi, j'ai pas besoin de savoir tous les centres qui existent. Je sais juste que quand je vais au coin de ma rue,
pour acheter à manger parce que Bien indien. souffre que quand je rentre du travail à 20h, je n'ai pas le courage d'aller à 15 km pour aller trouver le premier centre commercial afro. Alors, Ce qui me gêne, c'est que le gars qui me vend le truc, c'est un Pakistanais. mais il n'y a pas une tentative. C'est juste une question de choix. Tu peux bien t'organiser le week-end, faire tes courses, l'ensemble de tes courses. Et comme ça, tu remplis ton frigo et puis voilà. Tu n'es pas obligé en effet de faire 15 km pour aller dans une boutique africaine, mais si tu t'organises bien, bah, tu as tout chez toi. Et parfois, en fait, en général, les produits africains, c'est pas des petits trucs, c'est pas du sel ou du poivre que tu vas acheter vite fait. En général, c'est des produits assez conséquents que tu prévois, quoi. Donc, je suis désolé, mais non. Et je dis à ma femme, c'est vrai que moi, il y a le Pakistanais en bas de chez moi. Ah, Je dis à ma femme- il a le meilleur emplacement. Non, il a un bon emplacement. Je dis pas qu'il il a un bon emplacement. On est d'accord. Ouais. Mais ça, moi aussi, c'est un choix politique. Exactement. Je dis à ma femme, tu vas faire peut-être plus de kilomètres, mais tu vas aller chercher dans la communauté. Parce que tu vas encourager et Exactement. après, tu vas leur donner ton argent suis et ça va d'accord. faire en sorte Oui. que. Dans le Donc, c'est principe, ça je le suis vrai d'accord. problème. Dans le principe, je suis d'accord. Ce que je dis juste, c'est que il faut qu'on se questionne quand même parce que l'inverse n'est même pas envisageable. C'est vrai. L'inverse, Il y a c'est-à-dire- aucun Africain qui a un commerce où ils vendent de la bouffe chinoise à Paris. Ça n'existe nulle part. Quand tu vas dans le 13e, excuse-moi, mais tu n'as même pas un blanc qui vend de la bouffe chinoise. Ouais, Il y a que des Chinois qui C'est vendent vrai. de la bouffe chinoise. on est d'accord. C'est dans ce sens que je dis que nous sommes faibles. Parce que même s'il y a commencé à y avoir un réveil, comme tu dis, des tantines à Voilà. gauche, à droite qui lancent quelques commerces, Hum. on est quand même ultra majoritaire encore dans ce game, qui est le game de notre alimentation. Et ça, pour moi, ça traduit des faiblesses profondes de notre communauté. La France, c'est pas un pays de business. Ouais. Moi, je dis souvent, la diaspora, en réalité, se fond dans le moule du pays qu'elle trouve. Exactement, oui. Quand la diaspora arrive aux États-Unis, elle fait du business. Exactement. Parce qu'elle est dans un pays de business. D'accord. En France, c'est pas un pays de business. C'est un pays institutionnel, c'est un De pays sécurité. administratif. Ouais, c'est ça. Très, très clairement, ça, c'est pas faux. La France, c'est le métro boulot dodo, quoi. Tout le monde est salarié. En tout cas, la majorité des gens sont salariés. Tu rencontres très, très, très peu de gens, des personnes lambda qui vont te dire je sais pas, qu'elles ont lancé tel business ou quelque chose comme ça. Moi, en tout cas, personnellement, je n'ai jamais rencontré un Français pure souche qui fait du business. Pas du tout. Depuis que je suis lancé dans mon aventure entrepreneuriale et dans le développement personnel, franchement, et voilà, pourtant je suis ouvert, hein. Après, voilà, peut-être qu'ils sont, c'est un peu un cercle fermé, mais c'est plus compliqué en France en fait. C'est plus compliqué en France et j'ai des amis au Canada, aux États-Unis, qui eux, par contre, voilà, c'est la norme en fait là-bas, si tu veux. C'est la norme, c'est plus facile en tout cas. Ça parle plus de business que d'autres choses. Alors qu'ici, ça n'existe quasiment pas en fait. C'est le métro boulot dodo. C'est pour ça que justement, voilà, c'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est ce que Philippe est en train de dire. Quand on arrive en France, en fait, vu que c'est comme ça, en fait, on est dans ce sillage-là, on est moulé comme ça et puis on suit en fait. Donc salarié, salarié, salarié. Et il y en a que quelques-uns qui sortent un peu du lot, qui essaient en tout cas de sortir du lot. Ainsi de suite. Ouais. Donc, la diaspora, quand elle arrive ici, elle veut avoir sa sécu, elle veut avoir ses aides, elle veut avoir ses diplômes, elle veut avoir ses papiers, elle veut intégrer une entreprise. Et voilà ce qu'elle essaye de faire. Juste que ce que je dis, c'est que dans tout ça là, voilà qu'il y a beaucoup d'argent. Megan, elle n'était pas forcément d'accord. Oui, je suis pas forcément d'accord dans le sens où c'est pas question que la France soit un pays de business ou pas. Je pense que dans la majorité de nos pays en Afrique, on n'a pas réglé ce problème de base pour moi qui est pouvoir manger à sa faim, pouvoir avoir un toit. Donc, lorsqu'une certaine population va immigrer en France, ils vont garder ces idées-là en tête, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont un toit, ils ont à manger, ils vont pas vouloir forcément plus. Pour eux, ils ont déjà réussi leur vie. Ils vont pas forcément chercher à investir ou à entreprendre. Je pense que là, ça induit un autre sujet un peu insidieux. C'est celui de savoir, en fait, je sais pas, à quel niveau, en fait, parce que je pense que la définition, en tout cas, la définition de la réussite n'est pas la même en fonction de l'évolution des gens ou en fonction des gens, tout simplement. Moi, je suis déjà tombé sur quelqu'un qui m'a dit que le simple fait de venir en France est déjà une réussite. Donc, en fait, pour certaines personnes, après, ça dépend de l'éducation, ça dépend de l'expérience de la personne.
Donc, pour certaines personnes, arriver en France ou quitter son pays d'origine pour arriver en Occident, c'est déjà une réussite. C'est déjà une réussite, la personne peut se satisfaire de ça. Et c'est des personnes qui, en général, en fait, sont parties, partent de très bas, qui ont, à un moment de leur vie, peiné, galéré à se nourrir, à se loger, à se vêtir. Donc, une fois que, si tu arrives en France, c'est qu'au moins ces trois conditions-là, tu les as remplies pendant un certain moment. Donc, quand tu arrives ici, en fait, voilà, tu n'avais jamais connu ce niveau de confort. Et donc, quand tu arrives ici, pour toi, c'est bon, quoi. Tu ne te vois pas plus loin que ça, tu vois. Pour d'autres personnes, une fois arrivé, c'est quand tu as le CDI et puis que tu travailles, voilà, pour toi, tu as réussi ta vie. Pour d'autres personnes, ils vont aller chercher encore plus loin. Donc, je pense qu'il y a plusieurs paliers à bien définir. Partout là où on va dans le monde, les Noirs sont généralement parmi les moins bien classés financièrement. Il faut d'abord faire ce constat et essayer de comprendre pourquoi. Le racisme économique existe. C'est-à-dire, voilà, non seulement tu es noir, mais en plus de ça, tu es pauvre, allez, dégage, tu vois. En fait, dégage. Donc, il y a aussi le fait que, à mon avis, il y a aussi le fait que, économiquement, faibles, les Africains ne pèsent pas dans le game, tout simplement. Et en situation inverse, donc l'exemple que je donnais tout à l'heure, quand je fais référence au bouquin que j'ai lu, en fait, les Africains auraient été une puissance économique, la situation ne serait pas la même aujourd'hui. Tout simplement, c'est clair et c'est net, quoi. C'est beaucoup lié, parce que moi je pense que la pauvreté est liée aux habitudes et au mindset. Exactement. Et je pense que nous traînons avec nous des habitudes de pauvres. Et l'une des principales habitudes qui nous traîne, je pense, est la façon à laquelle nous avons décidé de gérer notre passif douloureux d'esclavage et de colonisation. S'il est vrai que ça a été un gros désavantage pour les Africains à la ligne de départ, c'est comme si tu courais et que toi tu avais un sac de 200 kilos et que les autres n'ont rien sur eux. C'est sûr que tu vas pas pouvoir aller très loin. Mais aujourd'hui, en 2024, je me rends quand même compte que les Africains continuent de justifier leur retard par l'esclavage et la colonisation. S'il est vrai qu'il existe encore des mécanismes jusqu'aujourd'hui, au travers de la France-Afrique notamment, qui essayent de retarder les pays africains dans leur émergence, il est tout aussi vrai que quand les Africains arrivent donc dans des pays dans lesquels ils peuvent économiquement s'épanouir, on se rend quand même compte que même dans ces pays, ils font des choix qui sont questionnables. Et c'est là où la deuxième partie arrive, donc c'est celle des habitudes. Nous avons dans notre communauté... D'ailleurs, même qui a dit que si l'Afrique n'avait pas connu l'esclavage et la colonisation, elle aurait été beaucoup plus puissante qu'elle ne l'est aujourd'hui? Qui a dit ça? Je ne dis pas qu'il est en train de le dire, mais c'est une question que je me pose. Une question que je me pose, euh, à laquelle je n'ai pas de réponse, bien entendu. Je n'ai pas de réponse non plus. Voilà, je ne suis pas devin, je ne suis pas non plus marabout pour essayer de répondre à cette question. Mais c'est une question qui pourrait faire débat. Aujourd'hui, les Africains se plaignent d'avoir eu un passif colonial et un passif esclavagiste, d'esclaves, pardon, pas esclavagiste, mais d'esclaves. Est-ce que l'Afrique n'aurait pas connu ce passif, cette sombre histoire? Est-ce qu'aujourd'hui, elle serait beaucoup plus développée ou ne serait-ce que un peu plus développée que ce qu'elle n'est aujourd'hui? C'est une question qui porte à réflexion et voilà, je pense qu'il y a... Là, j'ai des arguments qui me sautent déjà dans la tête, mais voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Alors, les discussions se sont un peu écartées du sujet principal qui est les Africains de la diaspora sont pauvres. Alors, c'est des déclinaisons peut-être, mais voilà. N'hésite pas à me dire dans la barre des commentaires ce que tu penses, ce que tu en penses. Donc, voilà, pour ma part, je te souhaite une très bonne soirée ou bonne journée. Ça dépend le moment auquel tu regardes cette vidéo et à très bientôt. Allez, ciao!